Il y a quelques semaines, lors de la sortie de cette vidéo, j'ai publié une autre vidéo sur la construction d'un navire de guerre en acier à la fin du 19e et au début du 20e siècle. L'intérêt suscité appelle une suite sur la construction de navires de guerre en bois. Voyons donc comment les construire. À l'époque classique de la voile, cette vidéo, comme vous l'avez peut-être remarqué à sa durée, est un peu plus courte, en partie parce que, bien sûr, c'est l'époque de la voile. Les navires n'ont généralement pas énormément de machines à l'intérieur, mais aussi parce que certains des principes de base ont déjà été explorés beaucoup plus en détail dans cette première vidéo. Maintenant, la période que nous allons examiner est la fin du 18e siècle en Europe, donc à l'époque des guerres napoléoniennes. Au début du 19e siècle, plusieurs révolutions ont transformé la conception des navires en bois, motivées par les avancées scientifiques et la pénurie de bois de qualité aux bonnes longueurs. Et donc la construction navale à cette époque est assez différente. Et bien sûr, si vous remontez encore plus loin, vous tombez aussi sur d'autres méthodes de construction navale, comme les navires à franc-bord, qui étaient très largement utilisés en Europe au Moyen Âge. Cela pourrait faire l'objet d'une autre vidéo plus tard. Mais pour la période que nous examinons aujourd'hui, l'histoire d'un navire commence en réalité bien avant que quiconque ne conçoive le navire en question. Au XVIIIe siècle, la plupart des forêts européennes de haute futaie, aptes à la construction navale et au transport, avaient déjà disparu, ce qui l'explique. Les forêts à proximité des chantiers navals avaient depuis longtemps été abattues et utilisées pour les milliers de navires de guerre et autres grands projets de construction qui les avaient précédés, et donc divers systèmes de gestion forestière avaient été mis en place. Leur efficacité, leur ampleur et l'application des règlements ont varié au fil des siècles. Mais l'idée de cultiver du bois pour la construction navale et de préserver certains arbres anciens et naturels, à ce moment, la construction de navires de guerre était déjà bien établie. Tout cela parce que construire un navire de guerre destiné à durer impliquait bien plus que simplement couper quelques arbres à côté. Des poutres très massives étaient nécessaires, car pour construire solidement un navire de guerre en bois, il fallait utiliser le moins de pièces possible pour limiter les joints. De plus, à divers endroits du navire où il y aurait de fortes concentrations de contraintes, comme par exemple là où la quille remontait. Il aurait été préférable que cette section soit faite d'une seule pièce de bois, mais aucun arbre disponible n'avait la largeur nécessaire. Et même si c'était le cas, au moins un des éléments serait coupé à contre-fil, ce qui l'affaiblirait. Mais un grand arbre avec une grosse branche poussant sous le bon angle pourrait fournir une telle forme avec le fil du bois suivant la structure. Même si cela arrivait dans la nature, il suffisait de trouver le bon arbre. La technique de guider ou lier les branches pour donner à l'arbre la forme souhaitée avait aussi été développée, ce qui permettait d'assurer un approvisionnement quelque peu plus garanti et régulé de ce type de bois. Mais pour obtenir un arbre de la taille dont vous aviez besoin, il fallait laisser pousser ledit arbre pendant des décennies, voire des siècles, et donc la construction de navires de guerre en bois, lorsqu'elle était correctement gérée, était plutôt une activité générationnelle. En Europe, le chêne était généralement le principal matériau de construction. C'est un bois dur, solide et résistant, utilisé pour la majeure partie de la structure du navire, mais d'autres essences étaient privilégiées pour certains éléments. L'orme était très prisé pour les quilles, alors que le chêne poussait sous toutes sortes de formes intéressantes qui étaient généralement très utiles pour les différentes parties courbées de la structure du navire, ce qui représentait la majeure partie de celle-ci. La seule chose que le chêne ne fait presque jamais, c'est pousser droit sur une grande distance. Alors que l'orme était solide, résistant à la pourriture et poussait en de très beaux troncs longs et droits, ce qui en faisait le bois parfait pour la longue et droite quille. Le sapin, le pin, l'épicéa ou leur combinaison étaient aussi prisés pour mâts, vergues et parfois le platelage, les ponts n'étant généralement pas structurels. Ils étaient simplement là pour offrir une surface sur laquelle les personnes et les canons pouvaient se tenir. La charge réelle était ensuite supportée par les grosses poutres qui soutenaient le platelage du pont et transférèrent la charge vers les membrures. Un peu comme certains de ces éléments spécifiques clés du navire que nous avons mentionnés plus tôt, comme l'étrave qui se trouve à l'extrémité de la quille, là où de forts changements d'angle sont requis pour former l'étrave ou la proue du navire.
Pour construire les membrures du navire, semblables à des côtes dans une cage thoracique, pour construire le navire, il valait mieux utiliser du bois ayant poussé naturellement selon la courbe requise sur un grand navire de guerre. Les membrures, trop grandes pour être taillées dans un seul morceau, devaient être assemblées à partir de plusieurs pièces de bois. Chacune avait des courbes spécifiques, assemblées pour optimiser solidité et rigidité. Nous y reviendrons plus tard. Dans ce cas, la nature courbée du chêne se prêtait très bien à cet usage. Un seul arbre pouvait généralement être découpé en plusieurs sections, utilisées partout sur le navire selon leur épaisseur, courbure et taille. Les membrures des grands navires de guerre étaient faites de couches jumelées de bois, ce qui empêchait l'usage de membrures d'une seule pièce. De toute façon, sauf si vous construisez quelque chose de très petit et choisissez de vous passer de la charpente à double couche. Mais une fois que vous avez identifié les arbres qui ont toutes les formes internes correctes pour être utiles à la construction navale, que vous les avez abattus et transportés jusqu'au chantier naval, devinez quoi, vous ne pouvez toujours pas construire un navire durable car tout ce bois que vous venez d'abattre, quelle que soit sa forme, est encore vert, donc frais. Si vous construisiez un navire avec ce bois, il pourrirait, se déformerait et se fissurerait, ce qui n'est pas idéal pour la structure principale du navire. Ainsi, le bois fraîchement coupé était transféré dans les grands hangars à bois où il allait sécher pendant plusieurs années supplémentaires. Ces réserves de bois sec constituaient plusieurs générations de futurs navires de guerre sous forme de kits, et ainsi lors de grands raids et d'attaques contre les chantiers navals ennemis. L'incendie des hangars à bois, s'il pouvait être accompli, pouvait être bien plus dévastateur pour les ambitions navales d'une nation que la perte de quelques navires de guerre déjà achevés et mis à l'eau. En raison des différents types de bois utilisés et des charges différentes sur les mâts, le bois destiné aux mâts était généralement stocké dans des étangs à mâts, mais l'effet recherché globalement restait essentiellement le même. Préserver et faire sécher le bois vert jusqu'à ce qu'il soit prêt à être utilisé dans un navire avec un minimum de pourriture ou de fissures. Après tout cela, on pouvait enfin construire un navire. Comme un siècle plus tard, à l'ère du Dreadnought, nous sommes dans le mould loft. Prendre les plans et les retranscrire à la craie en grandeur réelle sur le sol du loft. Aussi en modèle réduit, demi ou taille réelle, servant de référence lors de la construction. Contrairement à l'ère de l'acier, où le loft de traçage produisait des gabarits grandeur nature démontables, transportables et réassemblables à l'atelier. Et l'acier était ensuite découpé ou façonné sur place. À l'époque de la voile, certains bois pouvaient simplement être façonnés directement à partir des tracés dans le loft de traçage. C'est en partie pourquoi les lofts étaient si grands, car ils utilisaient aussi de grandes pièces de charpente. Cependant, de nombreux éléments structurels, dont la majorité des plus gros formant la charpente du navire, restaient trop grands ou lourds pour être aisément déplacés dans un loft de traçage. Et pour ceux-ci, divers gabarits étaient préparés puis descendus dans la cour, où le bois sec pouvait être découpé et façonné selon les besoins. Contrairement à la construction navale en acier, ce travail du bois se faisait généralement juste devant la porte du loft de traçage. Il faut se rappeler que le loft de traçage est un lieu de transcription de précision. Ce n'est pas vraiment un atelier de menuiserie à grande échelle, donc en général, seuls les petits bois, les accessoires et les équipements pouvaient être réalisés directement sur place dans le loft, ainsi que la quille et les membrures. Une autre partie essentielle de la construction d'un navire de guerre en bois, ce sont ce qu'on appelle les rubans ou ribands, apparemment, selon certains. Je vais donc les appeler rubans, qu'ils soient en sapin ou en tout bois autre que le chêne. Vous verrez pourquoi dans une minute, mais très simplement. Ce sont des pièces de bois horizontales qui s'étendent sur toute la longueur ou une grande partie du navire selon leur emplacement. Elles relient les membrures lors de la construction du navire. Ainsi, si vous regardiez le navire de côté, vous verriez une sorte de grille se former plutôt qu'un simple ensemble de lignes parallèles. En regardant les membrures de côté, cela donne à la structure une stabilité longitudinale alors qu'elle est encore à moitié terminée. Et pour les rubans comme pour les membrures, seul un demi-gabarit serait produit dans le chantier de tracé. Si vous le retournez, cela crée une copie miroir utilisable pour l'autre côté du navire.
Maintenant, une fois que vous en êtes à cette étape, chaque membrure doit également avoir ce qu'on appelle un angle de biseautage défini, parce que bien que les membrures soient perpendiculaires à la quille, le bordé de la coque à l'extérieur suit les lignes générales du navire, qui sont en grande partie courbes dans la plupart des cas. Et donc, l'extérieur des membrures doit être façonné pour permettre aux planches de suivre cette courbe. Comme mentionné plus tôt, la quille était en orme et une autre couche d'orme était ajoutée dessus. Dans les chantiers anglais, on parlait de deadwood ou hug, ailleurs le nom variait. Et c'est sur cette pièce supplémentaire d'orme que les membrures étaient réellement fixées et montées, car de petites encoches étaient découpées à la fois dans la membrure et dans le deadwood afin de joindre les deux de manière plus précise et plus solide. Vous ne voulez évidemment pas découper des encoches dans votre vraie quille, devenue la colonne vertébrale du navire. Au fur et à mesure que les membrures étaient montées dans chaque section, car nous construisons un vaisseau de ligne. Elles étaient assemblées par la technique dite de l'assemblage à sifflet, ce qui ne veut pas dire manger un maximum de tartes. Je pense que cela arrivait aussi souvent dans les chantiers navals. L'assemblage à sifflet consiste à couper deux extrémités en coin, souvent légèrement pointues, avec des rainures en miroir ou une face plate, notamment pour les navires. Elles étaient assemblées en les faisant glisser, puis fixées avec plusieurs gros boulons ou chevilles en bois. Nous aborderons plus tard la différence entre ces deux méthodes, notamment lors de la construction de grands navires en bois. Cela s'accompagnait souvent de la sculpture d'une paire correspondante de cavités carrées sur les faces des coins, à peu près à mi-chemin, dans lesquelles un autre petit bloc de bois était placé. Cela renforçait la résistance à l'écartement des pièces de bois sous traction. Cela donnait une jonction très solide avec une grande surface de contact, offrant de la friction et de nombreux points de renforcement par boulons ou chevilles en bois. Mais cela évite aussi toute concentration de contrainte à 90 degrés ou proche de 90 degrés et offre également une excellente résistance latérale, comparée à l'empilement simple d'une extrémité de poutre sur une autre. La double couche des cadres a renforcé la solidité grâce au décalage des assemblages à mi-bois sur les deux sections superposées. Il n'y aurait donc pas de faiblesse continue de l'avant à l'arrière dans un cadre assemblé. Peut-être vous demandez-vous où ces éléments sont construits. Sont-ils encore assemblés sur des rampes de lancement? Oui, la plupart des navires de l'époque étaient souvent construits sur des rampes de lancement. Comme avec les navires de guerre en acier, ils étaient parfois construits dans des bassins de radoub, puis mis à flot en inondant le bassin. Cela arrivait parfois à l'époque de l'acier, mais il était bien plus rare que des navires de guerre en acier soient construits en bassin de radoub et lancés, comparés aux navires en bois. Mais dans tous les cas, le navire serait, bien sûr, initialement soutenu par des tins de quilles. Vous pouvez consulter la vidéo précédente pour voir ce que c'est et comment cela fonctionne. L'installation de l'étrave et de la poupe, parfois aussi appelée, selon les sources, le brillon d'étrave et l'étambot, est également essentielle aux premières étapes de la construction. L'étrave a toujours été courbée et la poupe présente généralement aussi une courbure. Fixée à la quille, elle prolongeait la colonne vertébrale du navire vers le haut à chaque extrémité. Vous comprenez donc pourquoi, à cette jonction, il était généralement très souhaitable d'avoir une seule pièce de bois qui formait l'angle, plutôt que d'essayer simplement de les assembler avec des boulons. À la fin du XVIIIe siècle, on évoque une période bien antérieure à l'apparition des grues motorisées. Le levage de toutes ces lourdes pièces de bois, en gardant à l'esprit que certaines de ces pièces et assemblages pouvaient peser plusieurs tonnes, était principalement effectué à l'aide de chèvres. C'est S-H-E-E-R et non S-H-E-A-R qui désignait de longs ensembles de bois assemblés pour former une grue basique en forme de portique. Ceux-là utilisaient surtout la force humaine, parfois animale, pour hisser les lourdes pièces de bois et les fixer dans la structure du navire. C'est utile puisque nous fabriquons des navires de guerre en bois. La maîtrise des poulies et palans pour moduler les forces était acquise, ce qui servirait aussi plus tard dans le gréement. Et cela était souvent appliqué directement aux palans, et très souvent ces grues à palans étaient fabriquées à partir de mâts usés ou mis au rebut, ainsi que de gréements et de poulies usagées. Peut-être ne pouvaient-ils plus affronter la mer, mais restaient utiles à terre pour des tâches simples.
En plus du tableau arrière, il fallait fixer la charpente arrière. Celle-ci était généralement assemblée au sol dans sa forme de base, puis soulevée et mise en place. La charpente arrière servait de point final à la structure générale du navire, ainsi que de contour de base pour la partie inférieure de la poupe. Maintenant, à mesure que les couples s'élèvent, des pièces de bois temporaires pouvaient être installées en travers pour éviter qu'ils ne tombent simplement vers l'extérieur sous leur propre poids. Et une fois que tous les couples principaux étaient en place, une grande partie des espaces intermédiaires entre eux était comblée par les couples de remplissage, nommés à juste titre. C'était l'une des façons dont un vaisseau de ligne se distinguait d'une frégate sur le plan structurel. Les couples individuels étaient déjà plus massifs que ceux d'une frégate sur les 3 premiers rangs. La densité des couples de remplissage était plus forte, offrant plus de solidité et une épaisseur de bois supérieure à celle d'une frégate. Là où moins de couples de remplissage ou des couples plus fins allégeaient et accélérèrent la coque, celle-ci devenait aussi plus vulnérable aux tirs de canon. La structure du navire achevé restait à installer les éléments internes et externes. Cela transformait ce tas de bois en forme de navire en un véritable navire. À l'intérieur, cela signifiait notamment la construction des emplacements de mâts, ces plateformes robustes sur lesquelles les mâts reposeraient une fois installés. Barreaux de pont reliant les membrures sur toute la largeur et soutenant le pont. Le bordage, qui s'étendait perpendiculairement d'avant en arrière au-dessus d'eux, avait souvent ses propres renforts en bois. Sur tout pont prévu comme pont-batterie, on installait des courbes ou des courbes pendantes. Elles ressemblent à de grands supports d'étagères en bois et remplissent la même fonction, renforcer le pont et transférer sa charge à la structure principale du navire. Pour que les couples ne se déforment pas sans le pont, la coque devait également être bordée, et elle était bordée à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des couples. Et c'est ici que la majeure partie, sinon la totalité, du façonnage artificiel nécessaire à la construction d'un navire de guerre en bois aurait lieu. Comme mentionné, presque tout a été construit jusqu'à présent avec des pièces de bois ayant poussé selon la forme voulue. Mais les chances de trouver un arbre qui pousse avec la longue courbe complexe nécessaire pour le bordage extérieur d'un vaisseau de ligne, sans parler de la courbe complexe exacte pour cet usage précis, sont assez minces, donc il faudrait ajuster des planches coupées droites pour qu'elles conviennent. Certaines de ces planches peuvent être cintrées naturellement si la forme est simple et la courbure faible. Mais dans de nombreuses zones du navire, ce n'est pas possible. Ainsi, pour que les planches correspondent aux membrures, si, comme dit, elles ne se courbent pas bien. Naturellement, vous immergeriez d'abord la planche dans l'eau. Après l'avoir bien imbibée, placez-la dans une boîte fermée avec chaleur et vapeur. De cette façon, l'eau qui a pénétré dans le bois devient également chaude ou très chaude, voire peut même se transformer partiellement en vapeur selon la durée pendant laquelle vous la laissez à l'intérieur. Et cela, tant que les planches restent chaudes, les rend quelque peu flexibles, et ainsi vous pouvez leur donner la forme de la courbure désormais complexe de la coque. Vous espérez ensuite qu'en séchant, elle garde sa nouvelle forme, ce qui est généralement le cas. Bien sûr, à chacune de ces étapes, il existe plusieurs types et découpes de bois spécialisés ainsi qu'une terminologie associée. Mais comme il s'agit d'un aperçu général, notez simplement que c'est un sujet que vous pouvez approfondir si vous le souhaitez. D'autres fixations pour les éléments très sollicités, comme cabestans et pompes, seraient aussi installées à ce stade, ainsi que de petites emplantures de mâts sur les ponts, évidemment au-dessus de la cale. Les rubans que vous vous souvenez donnaient à ce navire à la fois sa solidité et sa forme seraient retirés des membrures à mesure que le bordage monte pour les remplacer. Ensuite, vous assembleriez le tout avec des matériaux disponibles à la fin du XVIIIe siècle. Les chevilles, essentiellement des chevilles ou des goujons façonnés, le nom venant de clous d'arbre, c'est-à-dire un clou en bois, étaient très courantes. Elles étaient faciles à façonner car on peut sculpter le bois, surtout si on utilise un bois au même degré de séchage que celui à assembler. Elles pouvaient maintenir le navire assemblé pratiquement sans aucun remplacement pendant toute la durée de vie du navire. De plus, le bois humide gonfle un peu, permettant un ajustement très serré. Cependant, pour des assemblages très longs où une cheville pourrait se casser ou pour une plus grande solidité si vous le souhaitez, le fer, les boulons et les clous servaient dans certaines marines.
Cependant, c'était une décision risquée car le chêne ronge et fait rouiller le fer très rapidement. Les clous devaient donc être peints ou traités pour limiter ce phénomène. Même avec ces traitements, le fer rouillera, surtout en mer, et finira par gonfler ou fendre les poutres car la rouille augmente de volume. C'est évidemment une mauvaise chose. L'alternative consistait à retirer et remplacer tous vos clous et boulons en fer. Cela devait être fait environ 6 fois durant la vie d'un navire de guerre en bois, ce qui coûtait temps et argent. Si vous le manquiez, des problèmes structurels pouvaient survenir, appelés parfois pourriture du fer. Pour cette raison, l'utilisation de clous et de boulons en fer près ou sous la ligne de flottaison, là où bien sûr la rouille était maximale, était exceptionnellement rare. Aussi, à cette époque, surtout dans la Royal Navy, l'utilisation de clous en cuivre ou de clous fabriqués à partir d'un alliage de cuivre augmentait de façon assez importante. Cela offrait une partie de la solidité de l'utilisation du métal, comme le fer au lieu du bois ou avec les chevilles. Cependant, le cuivre et ses alliages sont bien moins sensibles à l'oxydation. Et surtout, cela a également permis l'installation d'un revêtement en cuivre, ce qui aidait à préserver la coque du navire contre les tarets et ainsi de suite. Et pour maintenir la vitesse du navire, les clous en fer et le cuivre dans l'eau salée créent une action galvanique, ce qui finit souvent très mal. Cependant, le cuivre était bien plus cher et moins disponible que le fer dans certains pays, ce qui est encore vrai aujourd'hui. La Grande-Bretagne, riche en cuivre, en facilitait l'accès et réduisait les coûts, contrairement à la France pauvre en ce métal. À la fin du XVIIIe siècle, la France subissait fréquemment le blocus britannique, rendant l'importation de ce métal difficile. Si vous observiez un navire de la Royal Navy en construction à l'époque, presque tout serait un tranail. Clous en bois, en cuivre ou en alliage de cuivre. Le fer était utilisé seulement à l'intérieur du navire. Mais dans d'autres pays, comme la France ou l'Espagne, on verrait une utilisation beaucoup plus importante du fer. Des clous et des boulons, quand c'était possible, ainsi que des chevilles en bois et une utilisation relativement minimale du cuivre ou des alliages de cuivre. Il faudrait ensuite aussi s'assurer que les sabords et les écoutilles soient soit découpés, soit terminés, selon que les bois aient déjà été posés ou non, de manière à ce qu'il y ait un espace approximatif pour ces éléments. Ou si vous posiez simplement des planches droites sur toute la surface en prévoyant de découper et de tailler plus tard. Quoi qu'il en soit, ils sont maintenant installés et avec les sabords, vous ajoutez aussi les trappes. Maintenant, vous avez quelque chose qui ressemble à un vrai navire et la dernière étape avant de le lancer ou de le mettre à l'eau serait de calfater le navire. Et pour cela, toutes les coutures et les joints extérieurs doivent être vérifiés et en fait légèrement élargis. S'ils étaient un peu trop serrés, parce que bien sûr, dès qu'ils seront mouillés, ils vont légèrement gonfler. Et s'ils sont trop serrés, cela peut à nouveau entraîner des fissures et des déformations. Une fois tout installé, un mélange de poix bouillante, de goudron et de suif était appliqué sur les joints et coutures, un peu comme une sous-couche avant de peindre votre modèle. Si vous êtes amateur de maquettes d'avions ou de Warhammer 40 000K ou quelque chose comme ça, alors vous prendriez de l'étoupe, qui est une vieille corde démêlée en fibres et petits fils. Et cela serait martelé dans les coutures à l'aide de marteaux et d'outils en fer, puis une dernière couche du mélange de poids serait appliquée sur les coutures. Avec l'étoupe maintenant dans les coutures et aussi sur la coque extérieure, généralement on utilisait parmi toutes les choses une serpillière à cause de la grande surface à couvrir. Et cela offrait un joint flexible et étanche dans toutes les coutures et les joints exposés, ainsi qu'une couche de protection générale sur les bois. Notez que, généralement, on ne calfatait pas et on n'enduisait pas de brais la couche intérieure des bordages, tout simplement. Après des mois, voire des années de travail, le navire était prêt à être lancé avec son lest fixe partiellement installé. Ce lest fixe était souvent composé de barres de fer, de pierres taillées ou de briques et conçu comme élément permanent du navire. C'était juste pour éviter que le navire ne chavire, car le bois flotte bien. Ce lest fixe pouvait ensuite être complété par un lest plus mobile et ajustable, comme la cargaison du navire, gravier et autres selon les besoins. Le navire pouvait alors être déplacé vers un bassin d'armement, là où canons, mâts, gréements, voiles et autres aménagements pouvaient être installés si vous aviez le luxe du temps.
Une fois le navire prêt à être lancé ou mis à flot, il pouvait rester sur place. Si vous n'aviez pas besoin du navire immédiatement et que le chantier naval n'avait pas besoin de la cale tout de suite, vous pouviez le laisser sur l'étain. Et pourquoi feriez-vous cela? Eh bien, souvenez-vous de tout ce bois qui était entreposé dans les hangars pour le séchage. Une fois que vous avez assemblé le navire, vous pouvez en fait laisser tout le navire sécher. Désormais, cela améliorera son étanchéité et sa résistance à la pourriture. Mais cela signifie aussi que s'il y a des zones où il risque d'y avoir des déformations, des fissures, etc., elles apparaîtront pendant le temps passé sur les berres, vous permettant d'agir immédiatement au lieu d'attendre que la situation empire. L'une des raisons attribuées à la très longue durée de vie du His Majesty's Ship Victoire est le fait que, lorsqu'il était dans la phase finale de sa construction, la guerre pour laquelle il était construit venait de se terminer. Il a donc été laissé sur les berres pour s'assécher longtemps avant d'être terminé et mis en service. Bien sûr, l'équipement avec canons, mâts, voiles et autres éléments évoqués est déjà une histoire complexe. Mais en conséquence, c'est effectivement une histoire pour une autre vidéo. Mais juste avant de partir, je me suis dit que je devrais mentionner que, évidemment, comme d'habitude, les sources secondaires plus accessibles et ce genre de choses sont listées dans la description de la vidéo. Je voudrais particulièrement saluer, dans ce cas, l'excellent ensemble en 4 volumes, le vaisseau de 74 canons qui contient une quantité énorme d'informations. Si vous voulez tous ces termes techniques et que vous voulez savoir comment s'appelle ce type de bordage par rapport à cet autre type de bordage et tous les détails étape par étape, c'est vraiment une excellente série de livres à acquérir si vous le pouvez. Je reconnais qu'ils sont un peu chers de nos jours, mais si vous voulez jeter un œil à d'autres livres, plus abordables et peut-être un peu plus faciles à trouver. Encore une fois, consultez la description de la vidéo pour les différentes sources secondaires accessibles, comme je l'ai dit. Mais à part ça, merci d'avoir écouté et à bientôt dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos commentaires ou suggestions de navires ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour les questions sur la cale sèche.